Peuple de YouTube, peuple du podcast, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est en direct de Metz, incroyable mais vrai, où on est en tournée pour l'art de ne pas dire, évidemment. Nous étions à Troyes hier soir. Alors on était à Troyes. On était dans la ville de Troyes, hein, on n'était pas à 3 personnes. Voilà, je fais la blague avant que vous la fassiez dans les commentaires YouTube. Voilà, je préfère pré-shot les blagues Raymond DeVos, comme ça c'est fait, ça a été exorcisé. Donc on était à Troyes hier, on est à Metz ce soir, à Besançon demain soir. Voilà, n'hésitez pas bien sûr, peuple du futur, à checker les dates sur klemovitch.com. Et je vous rappelle, tant qu'on y est, voilà, comme ça la pub est faite, je vous rappelle qu'on est également au 13e art à Paris tous les dimanches soirs et lundis soirs. C'est le théâtre de la Place d'Italie, le 13e art. Donc il reste quelques places, n'hésitez pas. N'hésitez pas bien sûr à venir assister à eh bien cette pièce, ça nous fera plaisir, voilà, venez quoi, venez. Ah, on a droppé quelques frames supplémentaires, c'est tout à fait effrayant. Bien, peuple du futur, aujourd'hui, gros dossier, voilà, gros dossier François Bayrou. On l'avait oublié, dis donc. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié celui-là, on était concentré sur le fascisme outre-Atlantique, on avait un peu oublié que le fascisme il était aussi en France, enfin le fascisme. En tout cas, le racisme était aussi en France et manifestement au sommet de l'État, hein, puisque l'ami Bayrou nous a fait des petites déclarations pas piquées des hannetons. On va voir ça aujourd'hui. Et alors, préparez-vous, hein, peuple du futur. Préparez-vous parce que je vous ai préparé quelques petites surprises de ce style. Voilà. Alors là, c'est là où, peuple du podcast, tu ne sais pas ce qui s'est passé, évidemment. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai changé de scène et on a vu apparaître en fond d'écran, à gauche de l'écran, Pascal Praud, bien moulé, hein, dans son costume bleu électrique à fines rayures blanches. La chemise, elle aussi, blanche rayée de bleu, mais le col blanc uniforme, une cravate bleue impeccablement nouée. Un homme qui s'habille selon les codes sartoriales, n'est-ce pas, hein, la tradition, bien sûr, et en face de lui, c'est lui. C'est tonton Gérald Darmanin, avec le sourire vers le bas, l'œil affaissé, la pupille dilatée, la paupière basse, l'air fatigué d'avance, tout engoncé dans un magnifique costume gris électrique premier prix et une cravate en laine dégueulasse nouée n'importe comment sur un col blanc bien trop petit pour lui. C'est terrible, voilà, ça c'est pour toi, peuple du podcast, si tu te demandais évidemment ce qui a causé ce grondement de terreur que j'en suis sûr, tu as ressenti jusque toi. Hein. Tu as ressenti jusque toi, ça ne veut rien dire. Voilà, foutez-moi la paix, je suis fatigué. J'ai passé 3 heures à mettre en place ce setup, c'est terrible, j'ai fait exploser la moitié de l'hôtel. Bref, si tu veux l'anecdote complète, prends un abonnement sur Twitch, Peuple du Futur, tu auras tu sauras pourquoi j'ai dû changer de chambre d'hôtel afin de streamer. Voilà, tu sauras pourquoi. Il y a un truc qui a explosé, je dis pas quoi, mais il y a un truc qui a explosé. Bien. Ah, les petites techniques évidemment pour vendre de l'abonnement sur Twitch. Ah, qu'est-ce que vous voulez, on est un peu commerçant. Ah, faut bien ça, ma bonne dame. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, on en est tous réduits aux mêmes nécessités. Bah oui, on en est tous réduits aux mêmes nécessités. Il faut mettre des croquettes dans le bol du chat. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien faire en sorte de rembourser. L'achat absolument intempestif d'un bureau en noyer massif de 2,40 m de long. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, il faut bien charbonner derrière, hein, c'est terrible. Bien, c'est parti. Bon, bah on va revenir. Alors attendez, parce que il faut aussi que je pense. Alors, pardon, hein, YouTube, YouTube, Twitch, tout ça. Là dans ma tête c'est déjà un puzzle parce que si jamais on fait une vidéo YouTube, il faut pas que YouTube soit trop surpris de nous voir dans un autre contexte. Donc il faut que je refasse un autre bonjour YouTube. Voilà, mais c'est spécifique pour YouTube. Allez, c'est parti. YouTube, bonjour, on est en direct de Metz où je suis en déplacement pour... Ah, c'est pas bien.
YouTube, bonjour, on est en direct de Metz où je suis en tournée pour mon spectacle, l'art de ne pas dire, évidemment, hein, ce qui explique que nous soyons dans un contexte légèrement différent, cette chambre d'hôtel tout à fait enthousiasmante, bien sûr. Et aujourd'hui, on va ensemble, voilà. Aujourd'hui, on va ensemble essayer de découvrir ce qui s'est passé du côté de François Bayrou. On l'avait un peu oublié. Mais manifestement, lui, lui a continué d'avancer. Voilà, on l'a laissé quelque part. Il semblerait qu'on le retrouve ailleurs. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mesdames, messieurs, on va se refaire tout le dossier. Et vous allez voir, je ne sais pas trop comment vous décrire ce dossier. On va commencer, bien sûr, par écouter ce qui s'est passé lundi soir dernier sur LCI chez Darius Rochebain. François Bayrou était l'invité de Darius Rochebain pour une longue émission de près de 3 heures. Et dans cette émission a été abordée la question de l'immigration. Oh surprise! La question de l'immigration, évidemment. Ce sont les déclarations de François Bayrou qui sont choquantes, qui ont choqué et sur lesquelles nous allons revenir en détail. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai rugi. Voilà. Alors, personne ne sait. Et sur lesquels nous allons revenir évidemment en détail. C'est parti, hein. Hop, sans plus de suspense, on écoute notre Premier ministre, François Bayrou. Il était lundi chez Darius Rochebain. Je vais laisser dérouler un petit peu et puis ensuite on va revenir en détail. Vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Disent que quelque chose de la culture d'avant est en train de passer, d'autres qui s'en réjouissent, qui disent prendre une foule de votre. Pourquoi pas? C'est vrai que tous les gamins, dans une presse lui accordée, vous y êtes arrivé de vous-même. J'avais pas commencé au bon moment. La transformation démographique de la France. Dans une précédente émission, on prenait une photo de votre classe, je crois, à Naï. Voilà. Et vous êtes là, tous les gamins, vous êtes jeunes gamins, il n'y a que des blancs. Et oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'on remarque cela. Une foule française aujourd'hui est différente d'une foule de votre enfance. Il y a des Français qui trouvent ça, qui sont gênés de ça pour des raisons culturelles, civilisationnelles. Ils se disent que quelque chose de la culture d'avant est en train de passer. D'autres qui s'en réjouissent, qui disent mais c'est le grand mouvement du monde. Comment définissez-vous ça? Est-ce qu'il y a une logique souhaitable selon vous ou pas souhaitable que la France soit métissée? Déjà chaud. déjà chaud, c'est-à-dire là on a quand même une question qui est littéralement centrée sur la couleur de la peau, quoi. On a une question qui est directement centrée sur la couleur de la peau, c'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant. Alors au moins on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant que le problème c'est l'islam, que le problème c'est la culture, que le problème c'est la religion. Non, la couleur de la peau, quoi. Bon, bah écoutez, j'ai pas besoin de vous rappeler que les territoires d'outre-mer sont des territoires français, hein, qui font partie directement de la France. Et que donc le fait de poser cette question en se centrant sur la couleur de la peau, c'est discutable. c'est carrément discutable même. Déjà, il y a un problème, quoi. Déjà, il y a un problème. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement pas ça le plus grave qu'on avance, quoi. Je n'aime pas ceux qui défendent. Enfin, je n'aime pas que l'on défende cela comme un principe. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Bon, d'accord François. Bon, c'est le début. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Et voilà, là c'est déjà le problème. Déjà c'est le problème. On va laisser dérouler. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays... Bon, on peut s'arrêter là, hein. On va laisser dérouler derrière, hein. On peut s'arrêter là. Vous l'avez identifié, bien sûr. C'est du Rassemblement national dans le texte.
est-il nécessaire de vous rappeler, est-il nécessaire de vous préciser que le concept de submersion migratoire, c'est un concept qui est mis en avant par le Rassemblement national depuis des années. C'est la métaphore utilisée d'abord par Marine Le Pen, puis depuis par tous les cadres du RN, Jordan Bardella compris. C'est la métaphore qu'ils et elles utilisent pour décrire, selon elles et eux, l'état de ce qui serait notre situation migratoire en France. C'est la métaphore qu'au Rassemblement national, ils ont choisie. Et pour cause, l'idée d'une submersion migratoire, d'une vague qui déferlerait sur la France jusqu'à la submerger, c'est une manière de dire métaphoriquement autre chose, c'est une manière de parler bien sûr du grand remplacement. C'est la grande finesse et la grande perversion de Marine Le Pen depuis des années qui consiste à ne pas avoir repris à son compte ou alors du bout des lèvres la théorie fumeuse, fantasmagorique, réfutée par des dizaines et des dizaines de chercheurs, d'historiens, de sociologues, de démographes, la théorie fumeuse du grand remplacement. C'est une manière pour Marine Le Pen de ne pas reprendre à son compte cette théorie qui, pendant très longtemps, et encore dans une certaine mesure aujourd'hui, théorie qui vous frappe d'opprobre, qui vous frappe de disqualification dans le débat public. Marine Le Pen en reste la plus éloignée possible, mais elle utilise une métaphore qui y renvoie directement. S'il y a une submersion migratoire, c'est l'idée que nous sommes submergés par une vague irrésistible et incroyablement ample. Ample, c'est pas bon. Une vague irrésistible et puissante d'immigration que nous ne pouvons plus contrôler, qui nous dépasse, qui nous submerge et par laquelle nous allons être remplacés. La métaphore va exactement dans la même direction. Bon, ce sont les mots du Rassemblement national, des mots que reprend ici François Bayrou, mais alors, c'est pas tout, parce que juste avant, vous l'avez entendu, François Bayrou commence en disant « Je pense que le mix des cultures est une bonne chose », tant que ça se fait dans une certaine proportion. Et alors là, on retrouve un autre argument, qui est un argument classique, un argument entendu à des centaines de reprises dans la bouche notamment d'Éric Zemmour. Le problème, c'est le nombre. Et cette phrase-là, le problème, c'est le nombre, c'est quelque chose qu'Éric Zemmour a dit à quantité de reprises. Le fait de dire, c'est si vous avez un ou deux immigrés, ça va, il n'y a pas de problème, on peut les intégrer. Mais s'il y en a des dizaines, des milliers, s'ils nous submergent, s'ils commencent à nous remplacer, alors la France a un problème existentiel. Et il résume cela en une phrase, Éric Zemmour, le problème, c'est le nombre. C'est exactement ce que dit ici François Bayrou. Vous voyez que là, en deux phrases, il a repris en deux phrases non seulement la rhétorique du Rassemblement national, sa métaphore la plus identitaire, la plus singulière, mais il a repris également plus généralement l'analyse qui a été celle pendant longtemps d'Éric Zemmour et qui aujourd'hui est reprise bien sûr par le reste de l'extrême droite. Mesdames, Messieurs, voilà déjà le racisme et l'immigrophobie au sommet de l'État, dans la bouche du Premier ministre. Ça n'est que le début, on va écouter la suite. Peut-être que ça s'améliore, qui sait ? De ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous ? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non ? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, vous l'avez entendu par ailleurs, François Bayrou n'a pas ici parlé d'une submersion migratoire, il a parlé d'un sentiment de submersion. Alors ça, c'est terrible. Là, on est pour le coup dans la métaphore de l'extrême droite en règle générale et de l'extrême droite depuis très longtemps. On est dans la rhétorique de l'extrême droite, une rhétorique que l'extrême droite utilise depuis très longtemps qui consiste à s'en référer non pas aux réalités mais aux sentiments. Et ce sentiment de submersion mot utilisé par François Bayrou renvoie bien sûr au sentiment d'insécurité. C'est l'idée qu'au fond, les réalités ne compteraient pas tant que ça. Que savoir si vraiment la France est submergée, si vraiment la France est plus insécuritaire aujourd'hui qu'hier, tout cela compterait assez peu. Ce qui compte avant tout, c'est de savoir comment se sentent les Français.
Et s'il y a un sentiment de submersion, s'il y a un sentiment d'insécurité, il faut y répondre. Et il faut y répondre non pas par de la rhétorique ou par de l'analyse, non pas en rassurant les citoyennes et les citoyens, en leur disant attendez, vous avez peut-être le sentiment que tout va mal, mais croyez-moi, regardez, voilà les chiffres, ça va pas si mal que ça, on va y venir tout à l'heure, mais de rassurer les Français en prenant des mesures. Donc déjà, en fait, dans l'idée qu'il y a un sentiment hier d'insécurité, aujourd'hui de submersion auquel il faudrait répondre, il y a déjà un principe politique complètement déraisonnable, complètement dégueulasse, qui consiste à dire si les Français sont racistes, si les Français témoignent d'affects racistes, d'affects de rejet, d'affects de xénophobie, il ne faut pas chercher à y répondre avec des arguments en expliquant que peut-être qu'on peut voir les choses différemment, il faut y répondre avec des actes. Donc, la réalité ne compte pas. La politique, le gouvernement n'agit pas en fonction de ce qui est, mais en fonction de ce que ressentent les gens. Et tant pis si ça amène à prendre des décisions qui sont irrationnelles, qui ne sont pas centrées sur le réel. Donc là, déjà, toute cette thématique, vous le voyez, du sentiment d'insécurité ou du sentiment maintenant de subversion, déjà, du sentiment de submersion, vous voyez que sur le principe, sur le fond, il y a quelque chose de gravement déconnant quand même. C'est-à-dire qu'en soi, ça devrait déjà être disqualifiant pour un politique. C'est-à-dire que normalement, tout le monde devrait dire « Attendez, stop, stop, stop ». C'est ce que fait d'ailleurs Darius Rochebin ici, on va y venir. Tout le monde devrait dire « Attendez, stop ». Sentiment de submersion, ça ne compte pas, monsieur Bayrou. Si la question, c'est de savoir si cette submersion dont vous parlez, elle est réelle ou non. Si elle est réelle, on prend des décisions et ce n'est pas un sentiment. Si elle est fantasmée, alors on ne prend pas de décision, on apporte des arguments pour contrecarrer ce sentiment infondé. Mais parler d'un sentiment de submersion pour fonder une politique, c'est déraisonnable. Vous voyez bien, monsieur Bayrou, que ça ne fonctionne pas. C'est ça, normalement, que devrait dire n'importe quel intervieweur. Bon, ça n'est pas ce qui se passe ici, ça n'est jamais ce qui se pense. On a quelque chose de complètement déconnant qui est la politique ne répond plus au réel, mais au sentiment des individus sur le réel. Et bien sûr, vous voyez ici le problème. Là, on tombe dans un cercle vicieux, dans le dilemme de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'à force de parler d'immigration et de dire que c'est un problème, eh bien, il y a en effet un sentiment de submersion auquel on cherche à répondre, alimentant du même coup, je vous le donne en mille, ce sentiment infondé, on le verra tout à l'heure, sentiment infondé de submersion. Donc là déjà, il n'y a rien qui va. Déjà, on pourrait s'arrêter là. Je pourrais terminer mon live maintenant. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cela. La rhétorique, déjà, elle est complètement déconnante. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne date pas d'hier, je vous le disais. À l'époque, Jean-Marie Le Pen lui-même était l'un des premiers à utiliser cette rhétorique. C'est-à-dire que quand Jean-Marie Le Pen parlait de l'immigration et qu'on lui disait « Mais monsieur Le Pen », parce qu'à l'époque, pour le coup, il y avait encore une résistance du champ médiatique, il y avait encore l'idée que s'attaquer aux immigrés, ça ressemble quand même un peu au racisme, et que le racisme, on a testé il y a quelques années, c'était pas super, c'était pas top, il y avait encore cette conscience-là. Donc à l'époque, quand Jean-Marie Le Pen parlait de... Enfin voilà, à l'époque, dès lors qu'on parlait d'immigration, les journalistes étaient tout de suite en réaction, étaient tout de suite plus virulents, plus prudents. Et donc Jean-Marie Le Pen répondait en disant « Mais attendez, moi je suis à l'écoute des Français, les Français sont très inquiets. À propos de l'immigration, à propos des immigrés, les Français sont très inquiets. » Et il faut apporter une réponse à cette inquiétude. Donc vous voyez que ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. C'est déjà à l'époque Jean-Marie Le Pen qui commençait en argumentant sur les sentiments réels ou supposés des Françaises et des Français, les sentiments réels ou supposés des Françaises et des Français, plutôt que sur la réalité de l'immigration, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus simple de faire parler les citoyennes et les citoyens, de faire parler une prétendue opinion publique plutôt que d'argumenter sur la réalité de l'immigration qui, on va le voir, est particulièrement contrastée pour dire le moins. Mais alors, regardez la glissade, parce que par ailleurs, ça va quand même sacrément vite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Hop, screen, voilà. Regardez la glissade que nous fait François Bayrou ici. Attention, cette cascade est réalisée par un professionnel. De ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. On approche, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Fin de citation. Alors, déjà, source TKT Frères. 2, degré de précision,
on est au doigt mouillé, bon, on approche, quoi. Bon, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Alors, moi, bon, pardon, c'est le moment encore où tout le monde va dire que je suis quelqu'un de prétentieux, etc. Mais il se trouve quand même que j'ai donné quelques cours. Voilà, j'ai quand même donné quelques cours à la fac à l'époque en sociologie politique. J'ai un étudiant qui vient, qui me dit monsieur, ce que je peux vous dire, c'est que y a un sentiment de submersion migratoire. Question de l'examinateur, très intéressant. Mais alors, si vous dites un sentiment, est-ce que la réalité corrobore le sentiment ? Oui, on approche, je dirais qu'on est dans la zone. On est dans la zone. Bon, bah, l'étudiant, il n'a pas la moyenne, tu vois. je veux dire, c'est pas la moyenne, tu vois. Sociologie première année, ben, c'est pas la moyenne, en fait. C'est aussi simple que ça. Sauf que là, il est Premier ministre, le bonhomme, quand même. Hein. Il est Premier ministre, le garçon, là. On n'est pas en première année de fac de sociaux à l'université Paris 13, tu vois. Là, il est Premier ministre, François Bayrou. Non, mais c'est une faillite absolue. Hein. C'est un naufrage. Enfin, je veux dire, c'est un naufrage de répondre comme ça. C'est-à-dire que d'argumenter sur le sentiment de submersion migratoire et quand on te ramène à la réalité, ne pas avoir le début du commencement d'un chiffre, c'est-à-dire que c'est le même racisme que le Rassemblement national sans le travail qui va avec. C'est-à-dire que le RN, pour le coup, eux, ils sont racistes, mais au moins, ils vont te sortir quelques chiffres sortis de leur contexte. On va en parler des chiffres tout à l'heure. Hein. Ils vont te sortir quelques chiffres sortis de leur contexte, qui vont t'argumenter, qui vont tordre, ou qu'ils vont faire parler de manière à donner un semblant de soubassement factuel à leur racisme, tu vois. Bon, ça, c'est le Rassemblement national. C'est-à-dire qu'ils sont racistes, mais comme ils le sont depuis longtemps, bon, bah, ils ont travaillé leur racisme, tu vois. Ils ont un vernis d'argumentation derrière lequel le déguiser. Là, même pas. Dans la plus grande des décontractions, il n'a pas révisé, quoi. Là, il n'a pas révisé, mais ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Il se dit qu'au pire, il passera au rattrapage, tu vois. Bah, c'est super. Bon, alors, je l'ai trop annoncé là depuis le début de ce live, donc faisons-le tout de suite. Écoutez, ça va aller vite. Ça va aller vite. Y a-t-il, oui ou non, submersion migratoire ? Écoutez, j'ai pas été très loin. Je me suis contenté d'aller chercher le Check News qui est paru hier ou aujourd'hui, le 29. Aujourd'hui. J'ai été chercher le Check News de France Info qui est paru aujourd'hui. Écoutez, voilà. Submersion migratoire, 2 points. Quelle est la réalité des chiffres de l'immigration en France ? Alors, ok, donc Mayotte, on va en parler dans un instant. Je laisse ça de côté. On va descendre tout de suite. Un pic d'arrivée en 2022, mais un solde migratoire stable sur 15 ans. Un solde migratoire stable sur 15 ans, voilà, ça c'est important. Une hausse en un siècle dans un contexte d'augmentation des migrations dans le monde entier, ça c'est important. Aujourd'hui, les immigrés représentent 10,7% de la population vivant en France selon l'INSEE. La moitié d'entre eux est originaire d'Afrique, un tiers d'Europe et près de 14% d'Asie. Certes, et ça c'est vrai, hein, la proportion des immigrés dans la population en France a plus que doublé en un siècle, voire presque triplé, passant de 4%. Alors c'est plus compliqué que ça, mais bon, passant de 4% en 1921 à 10% en 2023. Certains de ces immigrés ont ou auront la nationalité française, si bien que la proportion d'étrangers en France est un peu différente. Ce qui est important, c'est que d'une part, les migrations augmentent partout dans le monde et que d'autre part, regardez, voilà la chose la plus capitale qu'il faut retenir, la France est l'un des pays développés qui accueille le moins. La France est en réalité l'un des pays développés qui accueille le moins d'immigrés. La proportion d'immigrés en France est sous la moyenne européenne selon l'INSEE, chiffre officiel. Les 10,7% de Français immigrés sont bien inférieurs aux 50% d'immigrés au Luxembourg, 28% à Malte, environ 20% de l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, l'Irlande et la Suède. La France est aussi plutôt dans le bas du classement des pays de l'OCDE, le bas du classement des pays de l'OCDE, car en 2022, les nouveaux immigrants accueillis en France représentaient 0,4% de la population totale du pays. 0,4%.
de la population totale du pays en nouveaux immigrants en France en 2022, sachant que ce chiffre ne compte pas les retours. Ce chiffre ne compte pas les retours. Voilà l'état de la submersion migratoire. 0,4% de la population, sachant que derrière, il y a les retours. Et que derrière, les personnes qui restent vont tranquillement s'intégrer en France, s'intégrer en France, faire partie de la culture française, la faire évoluer avec elle eux-mêmes, et dans ce grand processus que Jean-Luc Mélenchon a appelé la créolisation, et qui ne me semble pas être un mauvais terme, en effet. Donc voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, on n'est pas du tout dans un contexte de submersion. 0,4% de la population, sachant que ce chiffre ne prend pas en compte les retours, et que d'autre part, les personnes qui restent vont très tranquillement s'intégrer et faire partie du corps national. Voilà, tout va très bien. Tout va très bien, hein. 0,4% en France, alors que c'était par exemple 10 fois plus au Luxembourg, 4%. C'était 3,4% en Islande, 3% en Nouvelle-Zélande, 1,1% au Canada, 0,8% en Allemagne, 2 fois plus. Dans ce classement, la France se situe juste devant les États-Unis, dont les nouveaux immigrants ne représentaient que 0,3% de la population en 2022. Voilà pour le Check News de France Info, qui est absolument clair, limpide, et qui vous montre bien que non, la France n'est pas du tout l'un des pays qui accueille le plus en Europe. Au contraire même, tenez, je vous ai trouvé, pour faire bonne mesure, cette carte. Ce qui est bien, c'est que, voilà, là pour le coup, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin les infos, hein, puisque tous les médias ont fait leur petit check news, celui de 20 minutes. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais France Info, c'est des immigrationnistes, c'est des gauchistes, c'est des je sais pas quoi. Bon, 20 minutes, hein, médias privés. Hein. Immigration, 2 points, la France est-elle vraiment submergée, comme le dit Bayrou? La réponse en une carte, voilà, je trouve ça intéressant, hein, puisque là, on a un média. Alors la carte, la voici. Elle est... la voici, sauf qu'elle ne s'affiche pas. Affiche-toi, carte. Ah, voilà, on la voit. Voilà la carte. C'est une carte fondée sur les chiffres 2022 d'Eurostat. Alors, attendez, est-ce que je peux vous la zoomer un peu? Je peux vous la zoomer un petit peu. Alors, la carte se lit de... Est-ce que je peux... On peut pas la voir mieux. Bon, voilà. C'est pas mal, là, c'est pas mal. Donc, la carte se lit de la manière suivante. Plus un pays est en violet, plus c'est une terre d'immigration. Moins un pays est violet, moins c'est une terre d'immigration. Un indice, la France, elle n'est pas du tout violet. Ils l'ont laissé en gris. Il y a en France 6,3 migrants pour 1000 habitants. C'est moins que l'Italie, qui est à 7. C'est moins que la Grèce, qui est à 9. C'est moins que la Bulgarie. Ah, c'est à peine plus que la Bulgarie. Ça reste moins que la Pologne. Bon, Pologne qui connaît aussi une immigration ukrainienne pour le coup. Et alors, attendez, hein, quand on regarde les pays frontaliers, la Belgique, c'est 17 migrants pour 1000 habitants. Les Pays-Bas, c'est 18. L'Allemagne, c'est 24. La Tchéquie, c'est 32. L'Autriche, c'est 22. Croatie, c'est 15. L'Espagne, c'est 26. Le Portugal, c'est 11. L'Irlande, c'est 30. Voilà, hein. Mais on est submergé. Là, vous le voyez, voici, mesdames, messieurs, en une carte, la submersion migratoire. Voilà, en une carte. Hein. La submersion migratoire. Je vous passe voilà, Estonie 36, Lettonie 20 et Lituanie 30. Voilà, en une carte, mesdames, messieurs, la submersion migratoire. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que vous avez votre réponse. Hein. La réponse en une carte nous dit 20 minutes. Donc voilà la tronche de la submersion. Ce que montre cette carte, c'est qu'il y a bien en France, et c'est vrai, il y a bien un problème d'immigration. Mais c'est vrai, hein. Il y a en France un problème d'immigration. C'est indiscutable, c'est factuel. Il y a un problème d'immigration. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, et c'est pas moi qui le dis, c'est le MEDEF, mesdames, messieurs. Alors attendez, est-ce que je peux vous retrouver tout ça? Parce que le MEDEF, le patronat, a régulièrement ces dernières années alerté sur le fait qu'ils avaient besoin de davantage de main-d'œuvre immigrée dans certains secteurs en tension, par exemple la restauration ou le BTP, qui sont des secteurs qui emploient énormément de main-d'œuvre immigrée et qui ne trouvent plus de travailleurs, d'une part pas parmi les Français, et plus non plus parmi les immigrés. Alors attendez, patronat, pas assez d'immigration. Est-ce que je peux trouver?
Bah, c'est ça, regardez. Article du Monde en décembre 2023. Bon, c'était il y a un an, mais les réalités migratoires n'ont pas changé depuis. Hein. Le Monde, l'économie va avoir massivement besoin de travailleurs étrangers, alerte le patronat. Après s'être longtemps tenu à distance des débats autour du projet de loi sur l'immigration, le président du MEDEF, Patrick Martin, a estimé mardi 19 décembre que 3,9 millions de salariés étrangers seront nécessaires d'ici 2050. Mesdames, Messieurs, fin de la blague. Il y a bien en France un problème d'immigration. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez, qu'on a besoin de main-d'œuvre immigrée. C'est pas moi qui le dis. C'est le MEDEF. Alors, pour que moi je cite le MEDEF en source, alors c'est bien la première fois. Mais en l'occurrence, c'est le MEDEF qui alerte sur le fait qu'on a besoin de davantage d'immigrés en France pour permettre d'alimenter en main-d'œuvre les secteurs tendus que sont notamment, et pas seulement, mais notamment le BTP, le bâtiment, et l'hôtellerie-restauration. Donc, vous avez d'une part les réalités qui sont claires. La France, certes, c'est vrai. La France compte davantage d'immigrés parmi sa population aujourd'hui qu'il y a un siècle. C'est vrai. Sauf que c'est vrai partout dans le monde. Ça s'appelle la mondialisation. La mondialisation de l'économie, la mondialisation de la culture, c'est fait aussi avec une mondialisation des échanges, des brassages de population, une mondialisation des migrations qui font qu'il y a aujourd'hui plus de migrations tendanciellement qu'il n'y en avait hier, mais c'est vrai partout. C'est vrai partout. Donc, ça ne sert absolument à rien de vouloir aller à rebours d'un mouvement qui est un mouvement mondial, un mouvement au sein duquel la France, précisément, s'est pour l'instant tenue en marge. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est même inquiétant. Ça veut dire que, nous ne sommes plus une terre privilégiée d'immigration. Ça veut dire que l'attractivité française à cet égard est inquiétante, c'est-à-dire que et c'est dû notamment, pas seulement bien sûr, mais c'est notamment dû au discours xénophobe qui s'y déploie, hein, c'est-à-dire qu'on peut comprendre en effet que les personnes aient moins envie de venir en France quand tu vois combien est-ce que l'immigration fait partie du cœur aujourd'hui, hélas, du débat politique. Donc la France n'est plus une terre d'immigration parce qu'elle n'est plus assez attractive. Et ça c'est évidemment absolument terrible. Et par ailleurs, la France n'est pas suffisamment une terre d'accueil, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas sa part comparativement à d'autres pays de l'Union européenne. La France a une responsabilité à l'égard des autres pays de l'Union européenne qui consiste à accueillir sur son territoire une partie des réfugiés qui gagnent les terres européennes en quête d'un lieu où ils pourront vivre sereinement, sans être inquiétés, sans être plongés dans la misère la plus noire, sans être pourchassés par leur gouvernement, sans craindre pour leur vie ou pour leur sécurité matérielle la plus élémentaire. L'Europe connaît en effet des afflux migratoires, et sur ces flux migratoires, la France ne prend pas sa part. Nous ne sommes pas déjà à la hauteur de ce que devrait imposer la solidarité européenne. Pas du tout à la hauteur de ce que fait l'Allemagne, par exemple. Allemagne qui, par ailleurs, a un intérêt vital à accueillir des travailleurs immigrés, puisque la situation démographique en Allemagne n'a rien à voir avec celle qu'elle est en France. L'Allemagne a cruellement, pour le coup, besoin de main-d'œuvre immigrée, parce que sa population est terriblement vieillissante, parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants par femme et par famille en Allemagne qu'il n'y en a en France. Le taux de fécondité allemand est bien inférieur au taux de fécondité que l'on connaît en France. Donc, par ailleurs, l'Allemagne a un intérêt économique direct à accueillir autant d'immigrés. Mais derrière cela, il y a aussi une vraie solidarité à l'égard de l'Union européenne, et la France, à cet égard, ne prend pas sa part. Si on regarde les réalités des migrations en France, c'est pas que la France est submergée de migration, c'est au contraire qu'elle n'en a pas assez. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce sont d'une part les démographes qui alertent sur le fait que la France ne prend pas sa part de solidarité en ce qui concerne l'accueil des réfugiés, des exilés. La France ne prend pas sa part de solidarité par rapport aux autres pays d'Europe. Et d'autre part, c'est le MEDEF, le patronat, qui alerte sur le fait que oui, l'économie va avoir, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, besoin de main-d'œuvre dans les années qui viennent.
voilà les réalités de l'immigration, non pas le sentiment de submersion, non pas le doigt mouillé de François Bayrou. Ouais, on est dans la zone, ouais, dans la zone, t'es qu'à tes frères. Non, les réalités. Et vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Les journalistes, en 24 heures, le check news, il était fait. Ça, y a pas, c'est en 2 recherches internet, tu les trouves, les chiffres, hein. Il est Premier ministre, François Bayrou. Il fait pas ses fiches tout seul. Il y a quand même 2-3 personnes qui bossent pour lui. Bref, non mais l'état, l'état de l'amateurisme du bonhomme. Mais alors vous allez voir, parce que c'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est-à-dire que là, on en est encore qu'au début. On a été coupé par quelques problèmes techniques, mais on en est encore qu'au début. Vous allez voir que toute cette séquence, ça devient pire après. On continue. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Ah, donc là, vous voyez que retour au plateau, et donc retour à ce grand flou que Bayrou continue d'entretenir, hein. Il y a 2 secondes, il parlait des réalités en disant oui, on se rapproche, on est dans la zone, et là, un certain nombre de villes sont dans ce sentiment-là. Bon, bah alors de quoi il parle? Du sentiment ou de la réalité? Bon, c'est l'improvisation la plus absolue, il sait pas de quoi il parle, c'est l'amateurisme au dernier degré, enfin, je veux dire, c'est à ce degré, enfin, honnêtement, non mais, enfin, je veux dire, c'est bon. Honnêtement, à ce degré d'incompétence, c'est lamentable. Enfin voilà, je le dis, non mais je le dis, enfin là, je le dis sans faire de l'humour. Mais à ce degré d'incompétence, c'est lamentable. Enfin, c'est vraiment, c'est un naufrage, quoi. C'est un naufrage. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, comment. Et après, tu t'étonnes qu'il y ait une défiance des Françaises et des Français vis-à-vis de leurs responsables politiques. Pardon, mais la défiance en question, elle me semble assez légitime, quoi, assez rationnelle et assez fondée. Enfin, moi, c'est si après une prestation comme ça, c'est si les Français avaient confiance en leurs responsables politiques que je serais inquiet pour l'exigence et l'esprit critique des citoyennes et citoyens français et françaises. Je veux dire, c'est normal d'être défiant à l'égard de tes représentants quand ils sont à ce point incompétents. Enfin, je veux dire, et là, ça se voit, quoi. Enfin, là, je veux dire, il suffit de faire pause toutes les 2 secondes et d'écouter attentivement ce qu'il dit pour se rendre compte qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il dit. Non, mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Ça prend l'eau de toutes parts. Bon, écoutez, après j'ai envie de dire, on s'attendait à rien, hein. C'est François Bayrou, hein. Bon, on est quand même déçus. Je répète, pour moi, c'est une question de proportion. Et cette question de proportion, elle est très rapidement et très souvent atteinte. Cette question de proportion, elle est très rapidement et très souvent atteinte. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter un instant? Voilà, pardon, hein, enfin, je devrais pas. Hein, je devrais admettre que, en fait, c'est ma faute. Je devrais juste admettre qu'il dit n'importe quoi et le prendre pour un acquis. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me faire à cette réalité. Je n'arrive pas. Mais pardon, hein. Mais vraiment, un tel degré d'incompétence dans la bouche du Premier ministre, je suis navré, mais ça continue de me choquer. J'essaye de m'y faire, mais je n'arrive pas. Donc on va réécouter cette phrase qui est quand même intéressante, hein. C'est une question... sont dans ce sentiment-là. Je répète, pour moi, c'est une question de proportion. Et cette question de proportion, elle est très rapidement et très souvent atteinte. Donc déjà, une question, elle ne peut pas être atteinte. Une proportion, elle peut éventuellement être atteinte. Et même une proportion, elle n'est pas atteinte. Enfin, si une proportion, elle pourrait être atteinte. Mais très rapidement et très souvent atteinte. Mais quoi, donc il parle quartier par quartier. On n'en sait rien. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est vraiment... C'est le gloubi-boulga, quoi. Mesdames, messieurs, le gloubi-boulga. Sous vos yeux ébahis, le Premier ministre de la France, Casimir. Je reprends l'exemple de Mayotte, il est très intéressant. Ah, alors ça c'est sublime. Donc notez que, ça va être important, notez qu'il aborde Mayotte. Là c'est très important qu'on s'arrête ici. Ça fait 2 minutes qu'on l'écoute, enfin non, en fait ça fait 1 heure qu'on l'écoute. Mais lui, là, ça fait 2 minutes qu'il parle. Pendant 2 minutes, il a parlé de la situation de l'immigration en France. Et là, au bout de 2 minutes, et au bout de 2 minutes seulement, il zoome sur Mayotte comme un exemple. Mais un exemple d'une situation plus générale qu'il évoque depuis tout à l'heure. On est bien d'accord là-dessus, hein. Je n'ai pas déformé ses propos. On l'a écouté pendant 2 minutes, le mot de Mayotte n'est pas venu à sa bouche. Il nous a expliqué qu'il y avait un sentiment de submersion chez les Françaises et les Français, que dans de nombreux endroits, cette submersion était souvent atteinte. Alors, on était dans le flou le plus total. Et après tout cela seulement, il zoome sur Mayotte.
pour le coup, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, la situation de l'immigration à Mayotte, elle est extrêmement particulière, oui. Pour le coup, il y a bien un enjeu de l'immigration à Mayotte, je ne dis pas un problème, mais en tout cas, il y a un enjeu de l'immigration à Mayotte. La proportion de migrants présents sur le territoire français à Mayotte n'a absolument rien de commun avec ce que l'on connaît sur tout le reste du territoire français, Guyane mise à part. Donc, la situation mahoraise, elle est effectivement réelle, mais c'est une exception absolue. Une exception absolue, il est absolument impossible, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, de généraliser en quoi que ce soit à partir de Mayotte à la situation française dans son ensemble. Impossible. Impossible de faire quelque généralité que ce soit en se fondant sur Mayotte. Donc là déjà, le simple fait de prendre l'exemple de Mayotte après qu'on ait parlé de l'immigration en général, déjà c'est fallacieux. Comme je vous l'ai dit plein de fois, c'est déjà complètement fallacieux, c'est jouer avec les peurs, c'est faire croire que la situation mahoraise pourrait devenir la situation métropolitaine, alors que le problème est complètement différent, que le problème c'est que Mayotte, c'est une île au sein d'un archipel, l'archipel des Comores, qui était initialement un archipel unifié, qui d'ailleurs était une colonie française. Mayotte, qui est située à 70 km de l'île des Comores la plus proche, qui est l'île d'Anjouan. 70 km, comme vous le savez, ça se fait très bien en bateau. Et donc, les frontières mahoraises sont presque impossibles à tenir. Bon, par ailleurs, l'écart de niveau de vie entre Mayotte et les Comores, c'est pas l'écart de niveau de vie entre la France et l'Allemagne, la France et l'Espagne ou la France et la Belgique. C'est un écart de 1 à 10. Donc, vous voyez là, en quelques faits résumés, rappelés comme ça brièvement, combien est-ce qu'il est totalement impossible, il est absolument fallacieux, du début jusqu'à la fin, de prétendre tirer quelques conséquences que ce soit pour la France métropolitaine en se fondant sur la situation mahoraise. Bon, c'est pourtant ce qu'est en train de faire François Bayrou, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, là, je vais pas... On n'en est pas à ça près, hein. Faut dire ça, là, c'est en termes d'argumentation toute pourrie, enfin, je veux dire, voilà, il est plus à ça près, hein. Et je pourrais le prendre dans d'autres territoires d'outre-mer. Ah bah lesquels? La Guyane, il y en a 2. Mayotte, ça n'est pas... Mais vous voyez, quand il dit « je pourrais le prendre dans d'autres territoires d'outre-mer », là déjà, là aussi, il y a un glissement fallacieux. Il te donne l'impression que la situation mahoraise, en fait, ce serait déjà la situation dans l'outre-mer en général, et que si c'est la situation dans l'outre-mer en général, ça va arriver en France métropolitaine bientôt, alors que c'est pas vrai, quoi. La situation mahoraise n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît dans les Antilles. Elle n'a même rien à voir avec ce qu'on connaît à La Réunion. Enfin, je veux dire, la situation mahoraise provient d'une réalité géographique très spécifique, qui est que tu peux faire Comores-Mayotte en barque. Voilà, bah, c'est tout, fin de la blague. Tout comme tu peux traverser la frontière guyanaise en passant par la jungle, qui est impossible à surveiller. En cela, la Guyane d'une part, Mayotte d'autre part, sont des territoires totalement singuliers et spécifiques, à partir desquels il est impossible de tirer quelque généralité que ce soit. Des rejets, ce sont des rejets qui deviennent violents et avec des teintes d'exclusion et de racisme, alors que ce sont les mêmes cultures, même religion, même langue et même famille. Simplement, les apports des îles voisines sont ressentis comme une agression. Mais monsieur le Premier ministre, et c'est la même chose. Vous avez utilisé des mots très forts dont je vous demande de préciser. Vous avez dit... Merci Darius. Voilà, Darius Rochebin qui pour le coup se fait pas marcher sur les pieds. Alors on va revenir quand même à ce qu'il a dit. On peut avoir un sentiment de submersion et vous avez dit en France on s'approche de ça. Vous pensez vraiment ça qu'en France on s'approche d'un sentiment de submersion? Donc c'est exceptionnellement voilà un journaliste qui demande des sources à François Bayrou. Donc là vous voyez devant vos yeux éberlués le visage de la détresse. Je pense que beaucoup de Français et beaucoup de quartiers ou beaucoup de villes ont le sentiment que ça n'est plus maîtrisé. Bon bah alors je l'ai laissé dérouler vraiment par bonté d'âme. Hein. C'est vraiment par clémence que j'ai laissé François Bayrou dérouler parce que si j'aurais pu faire ça. Submersion. Vous avez dit en France on s'approche de ça. Vous pensez vraiment ça qu'en France on s'approche d'un sentiment de submersion? Ah non, ok, non. Alors non. Alors pardon, c'est ma faute. En fait la question était claquée. Au lieu de demander s'il y a une réalité de la submersion, il demande si on s'approche d'un sentiment de submersion. Donc déjà la question, donc déjà là on est en train de parler d'un sentiment sans se poser la question de savoir si
Le sentiment est fondé ou pas? Bon, bah écoutez, à partir de là, voilà. Réponse de François Bayrou. Je pense que beaucoup de Français et beaucoup de quartiers ou beaucoup de villes, lesquels on ne saura jamais bien sûr, hein, ont le sentiment que ça n'est plus maîtrisé. Voilà, source TK tes frères bien sûr, hein, source croyez-moi j'ai raison, source bah ça va, c'est bon, vous êtes pénibles là avec vos sources là, les zététiciens là, l'esprit, les gens qui se gargarisent d'esprit critique, Mons Boubinet, je sais pas quoi là, vous faites, oh là là, vous êtes pénibles, laissez-nous penser. Laissez-nous être des esprits libres qui pensons par nous-mêmes et qui ne sommes pas embourbés dans le marais des sources permanentes et perpétuelles. Ça va, si on ne peut plus penser par soi-même en France, où le peut-on, Darius? Je vous pose la question. Et il suffit de voir les faits divers pour mesurer que les... Voilà, donc il ne sait pas où il va. Je vais lui épargner une grande douleur. Où qu'il aille, de toute façon, il n'est pas parti du bon endroit. peu importe où il va, il ne part pas du bon endroit. Il suffit de regarder les faits divers. Bah voilà, bah oui, tout à fait. Et ben il suffit d'écouter cette phrase pour savoir que de toute façon, ce qui va suivre, c'est de la merde, évidemment. Règle numéro 1 de la sociologie, tu ne peux pas tirer des conséquences générales en te fondant sur un cas particulier. Toute généralisation à partir d'un exemple spécifique nécessite d'être capable de démontrer que cet exemple spécifique est bien représentatif d'une réalité plus large. Et pour cela, il faut se fonder sur des études, des statistiques. Quelque argument que ce soit, non, un fait divers en lui-même ne parle pas d'une réalité plus générale, du moins pas si tu ne l'as pas démontré. Oui, cela arrive qu'un fait divers soit représentatif d'une dynamique plus large, mais dans ce cas-là, tu ne t'appuies pas sur le fait divers lui-même, tu ne le cites que comme un exemple. Tu t'appuies sur la dynamique et comment tu fais pour t'appuyer sur une dynamique, et ben c'est pas très compliqué. Tu vas voir les rapports, tu vas voir les études, tu creuses un peu, tu lis ne serait-ce que les travaux des journalistes qui vont justement faire l'effort d'agréger différents faits entre eux, différentes réalités entre elles, différents témoignages épars en France et commencer à ébaucher un début de montée en généralité qui va être ou non validé par la sociologie, la recherche académique. Voilà comment on pense de manière à peu près structurée. Mais pas à partir de faits divers. J'ai fait saturer mon micro. Mais pas à partir de faits divers. Je sais pas comment faire pour qu'il sature pas ce con de micro. Ça me saoule. Les manquements, les délits, se concentrent et on ne voit plus que ça. Mais du coup, sociologie première année. Les manquements, les délits issus, j'imagine, des immigrés ou des personnes issues... Enfin, les manquements, les délits qui sont le fait, j'imagine, parce qu'il ne l'a pas précisé, des immigrés ou des personnes issues de l'immigration, ce qui déjà n'est pas du tout la même chose. Mais passons, je rentre même pas là-dedans, voilà. Se multiplient et on ne voit plus que ça. Mais alors, là, la question, le problème, est-ce que c'est le phénomène mesuré ou est-ce que c'est le thermomètre qui le mesure? Parce que, évidemment, si les faits divers se multiplient sur CNews qui, précisément, se fait un malin plaisir à rechercher chaque fait divers qui lui permet de donner l'impression que tous les immigrés constituent une menace. En effet, tu peux avoir ce sentiment, mais dans ce cas-là, ce qu'il faut interroger, c'est pas le sentiment lui-même, mais le thermomètre qui le crée, le provoque. Et voilà, François Bayrou à deux doigts. Ah, c'est dommage parce qu'il est pas loin. Il tenait le fil dans sa main là. Il suffit de tirer un peu. François Bayrou a deux doigts de découvrir que le problème, c'est pas le sentiment de submersion, pas plus que le sentiment d'insécurité. Le problème, c'est de savoir si, oui ou non, il existe des réalités derrière le sentiment et si la réponse est non, ce qui est le cas, on vient de le voir, d'identifier ce qui crée le sentiment et peut-être, et seulement peut-être, à ce moment-là, se rendrait-il compte que nous avons en France le problème
En effet, de médias qui sont totalement biaisés, totalement manipulés par des milliardaires, en l'occurrence Vincent Bolloré, pour ne pas le citer, qui utilisent les chaînes d'infos, les stations radio, les journaux et magazines qu'il a achetés pour faire passer son idéologie raciste et réactionnaire. Voilà, François Bayrou a 2 doigts d'identifier ce qui ne va pas. Spoiler alerte, il ne fera pas le chemin restant, bien sûr, ce serait trop lui demander, bah non. Ceux qui regardent vos écrans ne voient plus que ça. Ils ont le sentiment que c'est forcément des étrangers ou des immigrés qui manquent au devoir que nous avons. Tant que nous n'aurons pas garanti l'ordre sur notre sol, c'est-à-dire la certitude. C'est terrible. Les Français qui regardent vos écrans ont le sentiment qu'il n'y a plus que cela. Donc en fait, la phrase telle qu'il la formule, admet bien implicitement que ce sentiment est infondé et qu'il est créé par un agenda médiatique. C'est-à-dire que la manière qu'il a de formuler sa phrase, implicitement, admet que cette réalité est infondée et qu'elle est simplement le fait d'un agenda médiatique biaisé et déformé. La conclusion qu'en tire Bayrou, ça n'est pas qu'il va peut-être falloir commencer à réguler les médias. La conclusion qu'en tire Bayrou, c'est il faut rétablir l'ordre. Eh ben super, eh ben écoute, merci. Le racisme à la tête de l'État, le voilà. Le racisme à la tête de l'État, le voilà. Quand est en situation irrégulière, celui-là, eh bien, on peut le raccompagner chez lui avec le respect qu'on doit aux personnes humaines. Mais pour garantir que notre loi est respectée, que nos décisions sont respectées. En ce sens-là, est-ce que le binôme Retailleau-Darmanin, c'est vraiment un des piliers de votre gouvernement? Allez, on va s'arrêter là parce qu'on a encore beaucoup de choses à écouter. Donc ça, c'est première étape. Première étape, François Bayrou dans une intervention qui est une faillite de la pensée, hein, c'est vraiment... voilà. François Bayrou dans une intervention qui est une faillite de la pensée, qui est vraiment un naufrage absolu de tout ce que l'on pourrait considérer comme de la rigueur intellectuelle. François Bayrou qui emploie le terme de submersion migratoire, qui est le symbole du RN, qui valide le fait que, en vrai, à partir d'un certain nombre d'étrangers, il y a un problème. Ce sont les analyses directement issues d'Éric Zemmour. Et puis François Bayrou qui s'appuie sur le sentiment de submersion, tout en voilà, donc qui ne veut absolument rien dire, qui n'a absolument aucun intérêt, qui valide que la réalité s'en rapproche, il n'a pas le début du commencement d'une source. Enfin bon, c'est lamentable. Hein. J'ai pas besoin de vous le démontrer davantage. Ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça ne s'est pas arrêté là. Dès le lendemain, donc hier mardi, François Bayrou était interpellé à l'Assemblée nationale, en l'occurrence par Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée. On écoute l'intervention de Boris Vallaud et surtout la réponse de François Bayrou. La parole est à présent à Monsieur le Président Boris Vallaud pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, submersion. Ce mot est celui de l'extrême droite partout en Europe et dans le monde, un mot qui blesse autant qu'il ment. Choisissez-vous vos mots par hasard ou les avez-vous sciemment empruntés à l'extrême droite dont vous prétendez ne plus jamais vouloir dépendre? Et que dire de ceux de votre ministre de l'Intérieur ou de votre ministre de la Justice? Et d'abord, de qui parlez-vous? De ces jeunes migrants devenus majeurs, privés de papier alors qu'ils sont en apprentissage? De cette jeune Lyrie à Rouen? De ces femmes qui s'occupent de nos enfants, de nos parents, de celles et de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos crèches? Parlez-vous de ces hommes et de ces femmes dans les cuisines de nos restaurants, sur nos chantiers, dans nos usines, comme le rappelait le MEDEF ou la CPME, de ces travailleurs sans papier et qui pourtant, pour beaucoup, payent leurs impôts, perdent leurs cotisations, payent nos retraites, de ces vies arrachées à leur pays, à leur famille, par les guerres, les persécutions ou la misère. Monsieur le Premier ministre, la question migratoire est une affaire trop sérieuse. Et elle est sérieuse pour les Français, pour s'en laisser dicter les termes par l'extrême droite. Et ce débat mérite mieux que cette funeste coalition de l'ignorance, des préjugés et de l'opportunisme au prix de tous nos principes républicains. Tout plutôt que cet ordre qui prend ses pouvoirs dans la haine de l'autre. Tout plutôt que la corruption de nos principes. En républicain,
Dans la fidélité à votre famille politique, les démocrates chrétiens, je vous appelle au sursaut. Monsieur le Premier ministre, je vous demande d'être clair. Maintenez-vous ce mot de submersion? Bon, très bien, hein, irréprochable hein, pour le coup. Excellente intervention de Boris Vallaud, c'est bien rédigé en plus, franchement, c'est bien rédigé, c'est ferme comme ça, comme cela doit l'être. La question est limpide et simple. Maintenez-vous ce mot de submersion. Il n'y a pas grand-chose à redire hein, sur l'intervention de Boris Vallaud ici. Mais que va répondre François Bayrou, évidemment. Évidemment, que va répondre François Bayrou? On attend que cela de le découvrir. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président Vallaud, cette émission et le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Bah non, en fait. Bah non, en fait. Hein. Genre pas du tout. Vous vous souvenez, je vous ai fait remarquer qu'il y a 2 minutes d'argumentation avant qu'il ne prononce le mot de Mayotte, et encore ne le fait-il que comme un exemple avant de remonter immédiatement ensuite en généralité. Donc non, en fait, pas du tout, François. Le problème, puisque manifestement ça t'avait échappé, c'est que t'étais pas chez toi devant ta télé en train de râler devant je ne sais quelle émission politique, t'étais à la télé elle-même. T'étais sur un plateau, François. Tu sais, les petits trucs noirs là qui est un peu partout, qui ont l'air de te regarder, qui des fois s'allument en rouge, c'est des caméras, François. T'étais filmé en fait, hein. C'est dommage parce que non seulement on a vu la séquence, mais elle a été enregistrée, elle est sur YouTube. En une requête internet, on peut vérifier, François. Non. Tu ne parlais pas de Mayotte, tu parlais bien sûr de la situation générale en France, du sentiment, selon toi, de submersion. Mesdames, messieurs, encore une fois, mais vraiment, dans la plus grande des décontractions, la post-vérité, l'effet alternatif. C'est vraiment tranquille, quoi. Non, mais monsieur le président Vallaud, je parlais de Mayotte. Non, mais pas du tout. Mais tout le monde le voit que pas du tout. Tout le monde le voit que tu mens. Mais que tu mens, c'est pas que tu mens, c'est que tu mens les yeux dans les yeux. La post-vérité, le réel n'a plus d'importance pour ces gens-là. Le réel n'a plus d'importance. Le réel n'a plus d'importance dans ses analyses. La réalité de l'immigration, il s'en fout, François Bayrou. Lui, ce qui compte, c'est le sentiment de submersion. Sur quoi se fondent-ils pour parler d'un sentiment de submersion? Absolument rien. Hein. Sur quoi se fondent-ils pour parler du fait qu'on s'approche de la zone? Rien du tout. Et le lendemain, quand on l'interpelle à juste titre sur ses propos, il nous dit « Je parlais de Mayotte ». Mais alors, déjà, la post-vérité, le mensonge les yeux dans les yeux, ces gens n'en ont plus rien à foutre du réel. Ils n'en ont plus rien à faire du vrai. Ils n'en ont plus rien à faire des réalités. Ils n'argumentent plus sur ce qui est. Ils argumentent sur ce qu'ils ont l'impression de devoir dire pour rester au pouvoir. Donc déjà là, c'est lamentable. Et 2, pardon, mais on en parle ou pas de la lâcheté du mec ? Parce que, mais pardon, mais on en parle ou pas de l'absence totale de courage? Genre, assume frérot en fait. Enfin, je veux dire, tu veux être raciste. Tu veux creuser en direction du Rassemblement national. Tu veux valider toutes les thèses de l'extrême droite. Genre, bon, on te combattra. Mais au moins, aie la décence d'assumer. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi cet ectoplasme? Mais c'est quoi cet ectoplasme? C'est quoi ce Premier ministre fantomatique qui est tellement terrorisé par sa propre ombre qu'il n'arrive même pas à assumer des propos tenus et répétés la veille? Mais pardon? Mais c'est quoi cette... Je vais pas le dire, je m'apprêtais à être vulgaire. On va en rester à ectoplasme, c'était pas mal, mais c'est quoi cette lâcheté?
Mais en fait, les bras m'en tombent. Mais à la place de François Bayrou, je me liquéfierais de honte de n'avoir même pas le courage minimum pour assumer mes propos. C'est quoi? Non, je vais pas le dire. Je ne vais pas être vulgaire. Mais je le pense très fort. On peut le dire, nous. Bah oui, vous pouvez le dire si vous voulez. Non mais, à Serpillière, c'est pas mal. On veut la première lettre. Ce couard, bien sûr, ce couard. Ça commençait par C, mais c'est un couard. Hein. C'est un couard, bien sûr. Non mais je veux dire, là c'est lamentable. Non mais là on touche le tréfonds de l'humiliation. Enfin, je veux dire, franchement, c'est à la place de François Bayrou, moi j'arriverais même plus à me regarder devant un miroir. C'est-à-dire que non seulement il biaise le débat public, il valide les thèses de l'extrême droite, il dit n'importe quoi. La qualité et la rigueur de son argumentation, franchement, un étudiant en première année de sociologie fait mieux. Un étudiant en première année de sociologie, il fait ça, bah c'est simple, il a pas la moyenne, il est recalé. Et en plus, il a même pas le courage minimum pour assumer ses propres propos. Non, mais franchement, à ce niveau, enfin, je veux dire, c'est à ce niveau de défaite de la pensée, à ce niveau d'absence totale de qualité individuelle, mais je sais plus quoi vous dire. Non, mais je ne sais plus quoi vous dire. Enfin, je veux dire, là, c'est pas qu'on touche le fond et qu'on creuse encore. C'est que là, c'est le fond du fond de tiroir, quoi. Enfin, je veux dire, François Bayrou, c'est quand même le mec. C'est le mec, tu vois, t'avais plus rien. Analogie. Voilà. T'avais plus rien dans ton frigo, tu vois, t'as pas fait les courses depuis longtemps, il reste plus rien. Bah du coup, tu t'es cuisiné un espèce de vieux plat avec une vieille tomate moisie, un bout de mozzarella défoncé et une huile qui a tourné. Et, ça donne François Bayrou, tu vois. C'est le fond du fond de la marmite. Enfin, c'est ce qui reste du ragoût au fond de la soupière que normalement t'as pas envie d'y toucher. Bon, j'arrête, je deviens insultant. Mais pardon, mais ça rend fou en fait. Je veux dire, ça rend fou. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas légitime, parce qu'on l'a oublié tout ça, hein, mais pas moi, non seulement il n'est pas légitime, il est le président d'un parti qui est arrivé, je crois, 6e ou 7e groupe aux dernières élections législatives. Il appartient à une coalition, la Macronie, qui s'est pris une raclée, non seulement aux élections européennes, mais dernière aux élections législatives, qui n'a pas le début du commencement d'une légitimité, enfin qui n'a plus la légitimité nécessaire. Qui n'a plus la légitimité nécessaire pour gouverner. Donc non seulement il n'est pas légitime, mais de surcroît, il est nul. Et en plus, il est couard. Il a tous les défauts. Alors, au moins c'est bien. Alors pour le coup, écoutez, on est tranquille, il a tous les défauts, il est illégitime, incompétent et lâche. Le combo gagnant, mesdames, messieurs, c'est parfait. On va écouter la suite, hein, parce que je me suis arrêté à une phrase. On va écouter la suite. Et donc, quiconque est allé à Mayotte, quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France. Ah bah lesquels du coup, parce qu'on est curieux, hein. Mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays Il est applaudi par le Rassemblement National, là, hein, si vous vous demandiez. Hein. Là, il est en train d'être applaudi par le Rassemblement National. Toute une communauté département français s'il vous plaît. est confronté à des vagues d'immigration illégale. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, comme quoi la défaite ne cesse pas. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il a touché le fond, mais il creuse encore. On ne s'attend plus à rien, mais on arrive quand même à être déçu. C'est que François Bayrou, non seulement n'a pas le courage d'assumer les propos, mais non seulement n'a pas le courage d'assumer ses propos, mais de surcroît,
François Bayrou se perd dans sa propre argumentation puisque tout son argument sur le plateau de Darius Rochebin, c'était de dire qu'il existe un sentiment de submersion et que là, depuis tout à l'heure, il est en train de parler de, selon lui, les réalités d'une vague migratoire. C'est-à-dire que l'incompétence poussée vraiment à son extrémité, il ne se souvient même plus du début de son argument. C'est-à-dire que la veille, il te parle d'un sentiment de migration et là, il te parle de réalité de vague migratoire en prenant l'exemple, comme je vous l'ai dit 1000 fois, singulier et impossible à généraliser de Mayotte pour dire il y a plein de départements français qui sont confrontés à de telles vagues. Donc là, pour le coup, on peut lui opposer les réalités factuelles qu'on a vues tout à l'heure, qui montrent bien qu'il dit n'importe quoi, que ce qu'il dit n'est absolument pas corrélé par ni la recherche, ni les réalités les plus élémentaires des statistiques. C'est-à-dire que c'est l'INSEE qui contredit le Premier ministre ici. C'est vraiment... Il y a tout, quoi. Il y a tout. L'absence de courage, l'absence de cohérence. Tu sais même... En fait, tu en finis par ne plus savoir s'il est complètement incompétent, s'il est d'une lâcheté sans pareil, ou si simplement il ne sait pas ce qu'il dit, quoi. Ou si simplement... Enfin, je veux dire, pardon, j'aime pas donner du crédit à cette hypothèse-là, mais à un moment donné, tu es obligé de l'envisager quand même, si simplement il ne sait pas ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, un tel degré d'incohérence dans le fil argumentatif, tu t'inquiètes pour le cerveau du bonhomme. Pardon, non mais pardon. Enfin, je veux dire, de toute façon, par quelque bout que l'on prenne cette situation, il n'y a pas une seule hypothèse qui soit rassurante. Tout ceci, évidemment, allant de pair avec le fait que politiquement, par contre, il y a une cohérence, on va voir ça derrière. Politiquement, là, c'est vrai, il y a une cohérence. Politiquement, il est en train, tout simplement, de tendre la main à l'extrême droite, de tendre la main au Rassemblement national. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais aujourd'hui, nous avons, comme nous l'avions hier, François Bayrou qui se tourne vers le Rassemblement national pour tenter de gouverner, tout comme Michel Barnier se tournait vers le Rassemblement national pour tenter de gouverner. Ça, pour le coup, là, il y a une cohérence. Là, oui. Là, il y a une cohérence et une constance à travers le temps. Pour le coup, c'est indubitable. À des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Et c'est un désespoir. C'est un désespoir. Qui peut dire que ce n'est pas vrai? Qui, parmi nous, ne peut dire que c'est pas vrai? Et donc... Bah ça dépend, si tu parles de Mayotte ou si tu parles de la France. Le problème, c'est qu'hier, tu parlais de la France. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants. C'est les réalités. Et voilà, on y est. Ce ne sont pas les mots qui sont choquants, c'est les réalités. Donc vous voyez, au-delà de l'incohérence elle-même, qui consiste à parler hier d'un sentiment de submersion et aujourd'hui d'une réalité de la submersion, là, il vient à l'Assemblée nationale de valider les analyses du RN. Fin de la partie, fin du game. Il vient à l'Assemblée nationale, devant un Manuel Valls qui acquiesce, heureux d'entendre cela dans la bouche de son Premier ministre, vous le voyez, il vient... François Bayrou, Premier ministre de la République française, il vient de valider les analyses du Rassemblement national. L'idée qu'il y aurait, l'idée fausse et réfutée par la recherche, réfutée même par les statistiques officielles les plus élémentaires, l'idée fausse qu'il y aurait bien une submersion migratoire. C'est ce que dit ici François Bayrou, ça n'est pas le mot qui est choquant, c'est la réalité. Au-delà de l'incohérence du propos qui est lamentable et qu'on a déjà longuement analysé, sur le fond, voilà le Premier ministre de la République française qui donne du crédit à toutes les analyses du Rassemblement national et derrière qui va s'étonner que leur score monte aux prochaines élections. C'est terrible. Là, c'est plus simplement une faillite de la pensée, c'est un naufrage politique. Et ces réalités-là... Il est inutile d'utiliser des mots excessifs. Allez, s'il vous Cette plaît. réalité-là, c'est celle que ressentent nos compatriotes et notre responsabilité à nous, c'est de changer les choses. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est la misère qui est la cause de l'immigration. C'est la guerre parfois, c'est le changement climatique qui est la cause de l'immigration. Mais
Et l'immigration n'est pas la cause des problèmes de la France. Ce sont les problèmes de la France qui sont la cause de ce que l'immigration est désormais une impasse. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est pas vous, c'est lui. Voilà, rassurez-vous. Hein. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est pas vous, c'est lui. Hein. Il s'est encore perdu. Il s'est encore perdu. Il savait plus ce qu'il disait, le pauvre. C'est pas vous. Hein. C'est pas vous. C'est lui. Hein. Et l'immigration n'est pas la cause des problèmes de la France. Ce sont les problèmes de la France qui sont la cause de ce que l'immigration est désormais une impasse. On va pas faire semblant d'essayer de chercher. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, de toute façon. Parce qu'il n'y a pas d'intégration comme nous le voulons, par le travail, par la langue et par les principes. Notre responsabilité à nous, notre responsabilité. Si, en fait, il y avait un sens. Partagée, quels que soient les bancs, c'est de changer la situation du pays et de sortir. Et c'est là que tu vois que le mec, il dit littéralement tout et son contraire. Là, il est en train de te dire, grosso modo, que le problème, c'est pas l'immigration, le problème, c'est que la France n'intègre pas assez. Note que je suis d'accord avec cette analyse, c'est la mienne. Moi, mon analyse, c'est de dire que le problème en France, c'est de dire qu'il y a en effet en France un problème d'intégration. Ça, c'est vrai, hein. Il y a en France un problème d'intégration. Mais le problème, ce n'est pas que les immigrés ne s'intègrent pas. Comme je vous le disais d'ailleurs lundi dernier, le problème c'est que la République française ne fait pas l'effort d'intégrer les populations qui viennent s'installer sur son territoire. Et que c'est sûr que quand tu parques les immigrés dans des quartiers ségrégés où ils sont rassemblés dans des tours, dans des habitats dégradés, sans service public, avec une école qui est dénuée de moyens, forcément, tu n'intègres pas les gens qui viennent sur ton territoire. Et que l'intégration, elle se passe précisément en faisant l'effort d'intégrer les populations, c'est-à-dire de leur offrir un logement décent, dans des quartiers mixtes, où ils ont accès aux services publics, et que là, tu vas voir que, bizarrement, l'intégration se passe beaucoup mieux. Donc là, c'est à peu près ça ce qu'il est en train de dire, François Bayrou. Hein. C'est à peu près ça ce qu'il est en train de dire. Et pour le coup, c'est une analyse qui est la mienne, qui est de dire oui, il y a un problème d'intégration, mais ce problème, ce n'est pas que les immigrés ne s'intègrent pas, c'est que la République française manque à son devoir, qui est de faire l'effort et de mettre les moyens nécessaires pour intégrer les populations qui viennent sur son territoire, et pas les parquer, les renvoyer dans un quartier ségrégué à l'habitat dégradé en s'étonnant que ça se passe mal et qu'il y ait de la délinquance, comme il y en a toujours quand tu concentres la pauvreté, la marginalité et l'exclusion en un même territoire. Bon, donc ça c'est mon analyse. C'est à peu près ce que dit ici François Bayrou. Manque de peau pour lui, c'est l'exact contraire de ce qu'il disait la veille encore. Puisque la veille encore, il disait « il y a bien un sentiment de submersion et nous devons y répondre, non pas, disait-il, en intégrant mieux les personnes, nous devons y répondre en rétablissant l'ordre ». Donc, le sous-jacent, s'il disait vouloir y répondre en rétablissant l'ordre, le sous-jacent, c'est bien que ce sont les populations immigrées elles-mêmes qui posent problème et qu'il faut faire rentrer dans le rang. Il dit tout et son contraire. La veille, chez Darius Rochebin, il cherche en fait, il dit tout et son contraire, et pour quelle raison? Enfin, je veux dire, si on fait un peu de politique, il dit tout et son contraire pour quelle raison? Bon, il y a une vraie incompétence, il y a une vraie inconstance, il y a une vraie incapacité à tenir une ligne, à construire un argumentaire cohérent et précis. Je veux dire, il y a vraiment une faillite personnelle, mais il n'y a pas que ça. 2, il y a aussi un jeu politique absolument navrant, où en fait il cherche à tenir toutes les ficelles ensemble, il cherche à attraper les cordes contraires en même temps et à les rassembler en un seul bouquet, sauf que ça ne fonctionne pas. La veille, chez Darius Rochebin, il fait des clins d'œil à l'extrême droite en parlant comme elle, en employant non seulement leurs mots, mais également leurs diagnostics et leurs réponses, hein, puisqu'il te dit, il y a un sentiment de submersion, ce sentiment est fondé sur des réalités, il faut répondre en rétablissant l'ordre. C'est du Zemmour et du Marine Le Pen dans le texte, hein, là il n'y a aucun problème. Donc la veille, il fait des clins d'œil à l'extrême droite, le lendemain à l'Assemblée, quand il se fait rattraper par le président du groupe socialiste, il lui répond en parlant comme
ce qu'il croit être, enfin, il lui dit ce qu'il pense être, oh putain, il lui dit ce que Boris Vallaud veut entendre, du moins ce qu'il pense que Boris Vallaud veut entendre. Pour quelle raison? Parce que la seule chose qui intéresse François Bayrou, au fond, la seule chose qui l'intéresse, c'est de rester Premier ministre, en fait. La seule chose qui compte pour lui, c'est qu'il reste dans son fauteuil. Il en a tellement rêvé, il l'a tellement voulu, être le Premier ministre, être le chef. Il a tellement voulu être le chef, il est le chef, il veut rester le chef. Donc il dira à chacune et à chacun ce que les gens veulent entendre. Voilà, quitte à être incohérent, quitte à dire n'importe quoi, quitte à valider les thèses de l'extrême droite pour derrière en dire le contraire à l'Assemblée. Mais bien sûr, mais aucun problème. Quitte à mentir sur ce qu'il a dit la veille, mais aucune difficulté. On est dans du calcul politicien à la petite semaine dégueulasse. D'une situation qui conduit à des vagues de xénophobie qui sont pour nous, républicains, insupportables. Merci. Bon, j'avais pas laissé la fin, mais... la fin, ouais, il finit en dénonçant le racisme. C'est quand même... J'avais pas laissé la fin, elle est pourtant savoureuse. Après avoir la veille excité le racisme sur LCI, il finit le lendemain en dénonçant les vagues de racisme. C'est super, c'est vraiment... aucun problème, hein, aucun problème. Un ectoplasme, vraiment un ectoplasme, un mollusque. Voilà, aucune colonne vertébrale, rien, une flaque. Mesdames, messieurs, une flaque devant vos yeux. Voilà, rien qui tient debout, hein, rien qui tient debout. Aucun courage. Aucun courage, aucune conviction. Il dit tout et son contraire. Il excite le racisme la veille et il le dénonce le lendemain à l'Assemblée. Un liquide. Un liquide poisseux et visqueux qui se répand à nos pieds. Voilà le Premier ministre que nous avons en France. Pardon. Ça y est, je suis en colère. Je suis en colère premier degré. Il a réussi à m'énerver. J'étais bien. Ça fonctionnait. Je dis ça, on a droppé 3000 frames entre-temps. Bon. Mais ça fonctionnait à peu près, j'étais bien, j'étais content, j'étais en train de streamer, il a réussi à m'énerver, c'est merveilleux. Bon, on écoute la réponse de Boris Vallaud. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Je ne peux être, moi, que consterné, submergé par la consternation de votre réponse. Et allez. Écoutez cette phrase de Rousseau, la domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Si vous gouvernez avec les préjugés de l'extrême droite, nous finirons gouvernés par l'extrême droite et vous en aurez été le complice. Bon, écoutez, la réponse de Boris Vallaud, là, elle est irréprochable. C'est dommage, hein, parce que quand tu écoutes... c'est dommage parce que quand tu écoutes Boris Vallaud, tu te dis que oui, non, mais d'accord, il y a du fond, il y a des appuis, tu vois, il y a des appuis. Alors évidemment, maintenant on verra ce qu'ils feront, on verra ce qu'ils feront lors de la prochaine motion de censure. J'ai envie de vous dire, là, après cette séquence-là, si le Parti Socialiste ne censure pas le gouvernement, bon bah j'ai envie de vous dire fin du game, quoi. Bah, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais là j'ai envie de vous dire, après cette réponse-là, si le PS ne censure pas le gouvernement, enfin, j'ai envie de fin du game. Enfin, Boris Vallaud, il pose une question, l'autre en face, il se fout de sa gueule. Bon, à un moment donné, enfin, quand même, il faut un peu de dignité, quoi. Il nous reste un dernier élément du dossier, évidemment, hein, après avoir vu tout cela, c'est de savoir ce qu'en pense le Rassemblement national. Quelque part, hein, ils sont, après tout, les premiers concernés. Donc, qu'en pense le Rassemblement national? Alors, on a vu, évidemment, le grand sourire de Marine Le Pen qui buvait du petit lait pendant le discours de François Bayrou à l'Assemblée nationale. En fait, je l'ai pas vu. Je suis passé à côté, j'étais pas assez attentif. Moi, je l'ai pas vu, mais YouTube ne le sait pas. Parce que j'ai un monteur et PEMF, en fait, il va le mettre. Et du coup, on croira qu'en fait, je l'ai vu, alors qu'en fait, je l'ai pas vu. Chut, ne le répétez pas à YouTube. Donc, on a vu, bien sûr, hein, le grand sourire de Marine Le Pen, sourire jusqu'aux oreilles, en écoutant le Premier ministre, elle buvait du petit lait devant de tels propos. Mais qu'en pense plus précisément le Rassemblement national? La question se pose. Eh bien, écoutons par exemple Sébastien Chenu. Il était l'invité de France Info et on lui pose la question. Que pense-t-il de ce Premier ministre qui parle comme le Rassemblement national? Politique de la part de François Bayrou en utilisant ce terme de submersion migratoire pour que justement vous n'utilisiez pas la censure à son encontre. Non, mais nous on ne s'achète pas avec des mots.
Si le Parti socialiste, lui, s'achète avec des mots, eh bien, il en paiera. Ils ont obtenu des gages. 4 000 enseignants, postes d'enseignants non supprimés. Moi, je veux dire, je dénonce le manque de 88 enseignants dans les Hauts-de-France, par exemple, à la rentrée prochaine. Donc, si le Parti socialiste se fait acheter pour pas cher, c'est pas notre cas. Nous, on n'est pas dupes. François Bayrou fait un constat. On est d'accord avec le constat. On applaudit le fait qu'il ouvre les yeux sur ce constat. Mais en réalité, on entend aussi le ministre de l'économie et des finances qui dit on a besoin d'une immigration de travail, ce à quoi nous nous opposons. Donc les socialistes, évidemment... Et en même temps, de nombreux restos en France ne tourneraient pas sans... Voilà, donc fin de la blague, évidemment. Vous l'avez entendu en toutes lettres. Sébastien Chenu applaudit le fait que François Bayrou ouvre les yeux sur leur diagnostic. Voilà, dans la bouche de Sébastien Chenu lui-même, la preuve que le Premier ministre a bien validé toutes les thèses du Rassemblement national, que le Premier ministre de la République française a bien donné du crédit à toutes les analyses fausses, erronées, infondées que le Rassemblement national soutient depuis des années. Voilà encore une pierre apportée à la crédibilité du RN par le Premier ministre lui-même, par ce gouvernement. Et notez, et on finira peut-être là-dessus, notez que ça n'est pas la dernière fois, parce que c'est vrai qu'on pourrait, voilà, on pourrait se contenter. On pourrait se contenter de mettre tout cela sur le dos de ce pauvre François Bayrou. Voilà, on pourrait se laisser aller à déplorer tout simplement soit son incompétence, soit son inconsistance, soit son absence de colonne vertébrale politique, soit sa volonté de plaire aux uns et aux autres pour tenter de rester au pouvoir, soit sa faillite personnelle et son inconnaissance et sa méconnaissance totale des données, et sa méconnaissance totale des sujets qu'il évoque. On pourrait se contenter de faire tout cela, mais ce serait louper quand même. Le tableau général. Car aujourd'hui, c'est François Bayrou qui parle de submersion migratoire. Aujourd'hui, c'est François Bayrou qui parle de submersion migratoire. Mais souvenez-vous, hier, c'était Emmanuel Macron qui disait de la gauche qu'elle avait un programme immigrationniste. Hier, c'était Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il disait, Gérald Darmanin? Attendez, j'ai perdu mon propre fil. Emmanuel Macron qui parlait d'une gauche immigrationniste. Ah voilà, hier c'était Emmanuel Macron qui parlait d'une gauche immigrationniste. Avant-hier, c'était Emmanuel Macron qui parlait de décivilisation, d'un processus de décivilisation, reprenant le mot rien moins que de Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement. Emmanuel Macron qui reprenait le mot de Renaud Camus, je le répète parce que c'est quand même, on n'en est toujours pas revenu, le mot du théoricien du grand remplacement. Hier, c'est Gérald Darmanin qui parlait de... c'est quoi le concept qu'il a mis en avant? Attendez. C'est là qu'on voit que je suis fatigué. J'ai été perturbé par tous ces problèmes techniques, mais vous allez me le rappeler. Gérald Darmanin, le concept qu'il a mis en avant, c'était ensauvagement. Merci, bien ouais, Wizard, Dracoon, c'est toi qui gagne. C'était Gérald Darmanin qui reprenait le concept d'ensauvagement. C'est bien cette majorité-là qui a voté un projet de loi immigration dont le Rassemblement national lui-même, Marine Le Pen elle-même, disait ce projet est une victoire idéologique pour nous. Il valide notre proposition principale qui est celle de la préférence nationale. C'est la première étape de ce que nous-mêmes voudrions faire si nous parvenions au pouvoir. Donc, bien sûr que François Bayrou, il y a tout le mal que l'on peut penser de sa personne, de son incompétence, de sa légèreté, de son incohérence, de sa lâcheté même et son incapacité à assumer ses propres propos. Mais au-delà, il y a quand même un tableau d'ensemble. Il y a quand même, et depuis longtemps, des appels du pied au sein de la Macronie elle-même à l'égard de l'extrême droite, du Rassemblement national. Au-delà de ça, il y a même en réalité des positions relativement convergentes sur la question de l'immigration. Quels sont ceux les premiers qui ont touché
à l'aide médicale d'État? Quels sont ceux les premiers qui ont coupé dans l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier présents sur le territoire? C'est la Macronie, c'est Emmanuel Macron. En 2019, quels sont ceux qui ont refusé d'accueillir sur le territoire français l'Aquarius, qui comportait à son bord quelques dizaines d'exilés qui n'attendaient rien moins que le soulagement de pouvoir poser pied à terre et d'être pris en charge médicalement. L'Aquarius sur lequel il y avait des femmes et des enfants en déshérence, en désespérance sur un navire. Quel est le gouvernement qui a refusé, au mépris du droit de la mer, que l'Aquarius ne touche terre sur son territoire, sur le territoire français? C'est la Macronie, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que j'ai besoin de continuer à déployer les exemples encore et encore pour montrer que il n'y a pas simplement un Premier ministre qui dit n'importe quoi. Il n'y a pas simplement un Premier ministre qui drague l'extrême droite pour tenter de se maintenir au pouvoir comme il le peut. Il y a en réalité un camp, la Macronie, qui depuis des années emploie les mots du Rassemblement national, qui depuis des années valide les thèses du Rassemblement national, qui depuis des années pousse les propositions du Rassemblement national, tout en prétendant combattre le Rassemblement national aux élections, tout en prétendant se faire élire contre le Rassemblement national aux élections avec les voix de la gauche, et tout en s'étonnant élection après élection que le Rassemblement national ne progresse dans le suffrage des Françaises et des Français. En un mot, et je le pèse et je l'euphémise, en un mot, des tartuffes irresponsables qui sont en train de précipiter la France droit dans les bras de Marine Le Pen. Mesdames, Messieurs, voilà la force politique que nous avons au gouvernement en France depuis 7 ans. Allez. Hop. Bon, ça c'est la conclusion pour YouTube. Ça c'est la conclusion pour YouTube. Ça c'est la conclusion pour YouTube. Hop là. Je sais pas si... Je sais même pas si on aura besoin, mon cher Pemph, d'en passer par Chenu. Hein. On peut peut-être... c'est même peut-être pas nécessaire. Allez, on va s'écouter... on est entre nous. On est entre nous. Hein. On est entre nous. On va quand même s'écouter Darmama. On va s'écouter Gérald Darmanin. Il est au micro de Pascal Praud. C'est quand même... c'est un sacré crossover, ça. C'est un sacré crossover. Gérald Darmanin, Pascal Praud. Alors, il y a 20 minutes. J'ai la flemme d'écouter, mais ça commence dès la 30e seconde. Donc, à mon avis, on n'aura pas à attendre très longtemps. C'est parti. Gérald Darmanin chez Pascal Praud. C'était hier matin dans l'heure des pros sur CNews, évidemment. Je remercie Gérald Darmanin, ministre de la Justice, d'être présent ce matin sur le plateau de CNews. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous connaissez évidemment notre ami Charlotte Dornelas, Philippe Bilger, Joseph Massescaron et Thomas Bonnet qui sont avec nous. On va pouvoir... Gérald Darmanin, interviewé par Charlotte Dornelas et Philippe Bilger, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? What could go wrong? On va évidemment parler de l'actualité judiciaire, mais un mot ce matin, un mot va être commenté toute la journée. Ce mot, c'est submersion. Pourquoi va-t-il être commenté? Parce qu'entre submersion et grand remplacement, la frontière est tenue. Après, c'est hyper intéressant. Hein. Il y en a un qui n'est pas dupe, c'est Pascal Praud. Il y en a un qui n'est pas dupe, c'est Pascal Praud. Alors, notez par ailleurs que quand il dit ça, Pascal Praud qui fait la campagne du RN, hein, Pascal Praud qui fait la campagne du RN, ça bug, je sais. Concentrez-vous sur le son. Dites-vous que vous écoutez la radio. Quand Pascal Praud explicite ce rapprochement, je ne suis pas sûr qu'il serve le combat qu'il mène. Parce que tout l'intérêt de Marine Le Pen, c'est de faire des appels du pied à celles et ceux qui croient dans cette fiction
perverse et infondée qu'est le grand remplacement avec la métaphore de la submersion migratoire. C'est ce que je vous écoutais tout à l'heure, mais tout l'intérêt de cette métaphore, c'est qu'elle permet de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. C'est le retour de l'implicite et de l'ambiguïté, on en parle souvent sur cette chaîne, puisque si on dit à Marine Le Pen, mais quand même vous agitez les peurs du grand remplacement, elle dira non, moi je n'emploie pas ce terme en ce qui me concerne. Par contre, il y a une submersion migratoire. Donc ça lui permet de ne pas avoir à s'encombrer de cette notion encombrante, puisqu'elle a été évidemment réfutée à maintes reprises par tout ce que la France compte d'historiens, de démographes, de sociologues et de politistes. Ça lui permet de ne pas s'encombrer de la notion, tout en y faisant appel malgré tout. Et je ne suis pas sûr que de la part de Pro, ce soit intelligent d'expliciter cette référence implicite. Bon, voyons ce que répondra Gérald Darmanin. Et j'observe déjà ce matin que certains, avec ce mot, vont prendre un peu de la distance. Madame Yael Braun-Pivet vient de ne pas reconnaître le mot subversion. Il a été submersion. Il a été employé hier soir par François Bayrou au sujet de l'immigration. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous nous disiez votre sentiment avant, évidemment, d'évoquer l'actualité judiciaire. Vous ne pouvez pas accepter que dans le pays, il y ait... C'est bon, on connaît. Je ne crois pas une proportion. Je pense dès l'instant Putain, ils l'ont diffusé. C'est dans cette zone. Ils l'ont diffusé en longueur. Hein. Sont dans ce... C'est une question de proportion. Je répète, pour moi, c'est une question de proportion. C'est une question de proportion. Le mot submersion, est-ce que... Vous voyez comment Pro, c'est intéressant. Hein. Tout ce que je vous ai dit, ça vous permet de comprendre des choses. Vous voyez comment est-ce que Pro, il revient tout de suite sur c'est une question de proportion. Vous voyez pourquoi est-ce que lui, ça lui rentre dans l'oreille, ça y reste, et il insiste à la fois sur le mot submersion, mais il insiste aussi sur c'est une question de proportion. Pourquoi ? Parce que c'est, comme je vous le disais, hein, c'est en toutes lettres les analyses d'Éric Zemmour que Pascal Praud connaît parfaitement, que Pascal Praud connaît par cœur. Hein. Éric Zemmour qui a été son collègue quand tous les deux travaillaient sur CNews il y a encore quelques années. Et donc, Pascal Praud, il ne le relève pas, parce que ça, pour le coup, ce serait vraiment marqué contre son camp. Mais il sait très bien que quand François Bayrou dit c'est une question de proportion, il est en réalité en train de valider les thèses d'Éric Zemmour lui-même. Que vous le prenez dans votre vocabulaire. Ben oui, le Premier ministre, il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français, notamment dans certains territoires. Il évoque certaines régions, certaines communes. Donc là, vous avez Gérald Darmanin qui vient très tranquillement de contredire son Premier ministre, hein, puisque François Bayrou, on l'a vu que lui, il n'est pas du tout clair sur la frontière entre le sentiment et la réalité. Hein. Gérald Darmanin, il dit, il n'y a pas de submersion, mais il y a un sentiment. Bon, donc déjà, première chose, voilà déjà le Premier ministre, enfin le ministre de l'Intérieur qui contredit le ministre de la Justice qui contredit son Premier ministre. Cela étant, il vient de valider le mot de sentiment de submersion. Gérald Darmanin, oh, surprise, Gérald Darmanin parle avec les mots de l'extrême droite. Ah bah ça, on l'a pas vu venir, dis donc. C'est pas partout pareil sur le territoire national. De difficultés pour faire valoir son identité, évidemment, sa culture et ses règles. Et par ailleurs, je pense que le mot de proportion est le bon mot. Le général de Gaulle le disait déjà il y a bien longtemps. Pour bien intégrer et assimiler des personnes étrangères, dont une partie de ma famille, dont une partie de la famille de la plupart des Français existe par deuxième, troisième ou quatrième degré, il faut qu'une proportion raisonnable d'étrangers soit sur le sol national. Et elle est dépassée ? Aujourd'hui, il y a entre 7 et 9% d'étrangers, ça dépend comment on compte exactement en France. Bon, les références au général de Gaulle pour s'abriter du racisme, hein, évidemment, hein, étant entendu que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça, on sait maintenant répondre à l'argument qu'emploie ici Gérald Darmanin, qui est simplement de dire que, déjà d'une part, c'est pas parce qu'une analyse vient du général de Gaulle qu'elle est forcément vraie. Donc là, l'argument d'autorité, il est quand même tout à fait limité. Hein. Et puis, d'autre part, tu ne peux pas comparer les réalités de la France, et notamment les réalités de l'immigration en France, au début des années 2020 et au milieu des années 50, pour une raison simple, 50 ou 60, pour une raison simple, c'est que précisément, en un siècle, les réalités de l'immigration ont complètement changé dans le monde entier. Et qu'en réalité, la part des migrations s'est accrue dans le monde entier. Et que la France ne peut pas prétendre rester à l'écart d'un mouvement qui est un mouvement mondial et international. Donc, prétendre se référer à la parole du général de Gaulle pour fonder un avis et une analyse aujourd'hui sur l'immigration, c'est en fait reprendre les mots de quelqu'un, d'une part, qui n'était pas infaillible, d'autre part qui s'exprime en un temps bien différent du nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire à peu près moins de 10% de la population, c'est beaucoup parce que c'est très concentré dans certains territoires, chacun le sait.
dans les Bouches-du-Rhône, en région parisienne, dans les grandes métropoles. Et nous avons du mal, bien évidemment, la République, c'est évident, a du mal à intégrer, à assimiler, à loger, à éduquer, parfois effectivement à expulser. Et puis parfois à être confronté avec une culture, des mœurs, ce que dit Monsieur Bayrou, qui entre en conflit, pourquoi pas, avec la société française. Et alors, ça existe. Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la nature de cette immigration. Quand elle est... Bon, en fait, j'ai la flemme. En fait, voir... Oups, là. En fait, c'est bon, quoi. Voir... voir Darmanin et Pascal Praud débattre de l'immigration. Le moment... En fait, le moment où Gérald Darmanin le moment où c'est Gérald Darmanin qui apporte des nuances sur le racisme, tu te dis qu'on a vraiment basculé dans la pire timeline, quoi. C'est-à-dire que le moment où c'est Gérald Darmanin qui est obligé de dire attention, là c'est quand même peut-être un peu trop raciste, là tu te dis bon bah écoutez, écoutez, c'est juste Praud et Darmanin. Ouais non mais là c'est bon, 50 nuances extrême droite, #flemme, tout à fait. Hashtag flemme, c'est bon quoi. C'est bon, ils sont je regarde un peu la transcription là. Ils sont dans l'assimilation et tout. Bon, c'est bon, ça va, la flemme. On a débunké ce qu'on avait à débunker, le travail a été fait. Là, on va pas tout repartir à zéro quoi. On va pas tout repartir à zéro. Merci mais non merci. Bon bah écoutez, c'est terrible hein. Écoutez, évidemment, c'est terrible. C'est une faillite. François Bayrou, encore pire que ce qu'on croit, encore pire que ce qu'on trouvait. Hein. Ah, chiffre molle. Putain, c'était ça, chiffre molle. C'était ça que j'aurais dû dire. C'est une chiffre molle. Ah, je suis con. Ah, j'ai pas trouvé une chiffre molle. C'est ça que j'aurais dû dire de Bayrou tout à l'heure. Oh là là. Pemf, on peut pas faire un copier-coller où je dis juste un mot. Je peux pas juste dire chiffre molle en étant vénère et on fait un copier-coller. Chiffre molle, non, ça, c'est pas possible. C'est dommage. Hein. Je crois que c'est un peu connoté homophobe. Ah bah pas chiffre molle alors. C'est connoté homophobe, chiffre molle, peut-être. Hein. Mauviette McFly. C'est dans quoi? C'est dans Retour vers le futur qu'il y a... que McFly... c'est ça, hein, que Marty McFly, il s'énerve parce qu'on le traite de mauviette. Flack, c'était pas mal. Ouais, j'avoue, Flack, c'était bien. Flack, c'était bien. Ah, peut-être chiffre molle. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a peut-être une petite nuance homophobe derrière. C'est vrai, vous avez raison. Bon, bah non, alors, hein, bien sûr. Bien sûr. Eh ben, on bannit, alors. On bannit, bien sûr. Mauviette. Bon, après, c'est bon, Flack et Mollusque, ça allait. Hein, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Ectoplasme, c'était très bien. Hein. J'en suis déjà 3 Xanax. Bon, quelle heure il est 16h là, 15h30. Oh, bah écoutez, 15h30. Mais c'est incroyable, je vais peut-être avoir le temps de déjeuner. Je vais peut-être avoir le temps de déjeuner avant ma représentation. Mais non. T'as les foies, McFly, putain, ça y est, ça revient, les souvenirs de Retour vers le futur. Un slime, absolument. Bon, comme je le précise à chaque fois, évidemment, enfin comme je le précise désormais à chaque fois, n'allez pas harceler les gens sur les réseaux, hein, c'est pas la peine d'aller traquer François Bayrou pour pourrir ses mentions absolument partout. On s'énerve sur le chat ici, on en fera des vidéos, vous avez le droit de vous énerver sous les vidéos, que ce soit sur mon Instagram ou sur mon YouTube, tout en restant évidemment dans les limites de la légalité, en évitant les insultes, bien sûr. Mais par contre, allez pas chercher les gens sur leurs réseaux, ça ne sert à rien, on fait du débat public ici, on ne fait pas du harcèlement psychologique. J'y tiens et je le rappellerai désormais à chaque fois. On croise les doigts pour que le replay soit nickel. Normalement, le replay, il est bien, hein. Il n'y a pas de « tiens, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite ». Ah bah attends, non, faut dire au revoir. Ah, par contre, le replay en 2 parties. Bon, tu feras une... Voilà. On ne tire pas sur les ambulances. Voilà, c'est même pas on tire pas sur les ambulances, c'est on tire sur personne tout court. Voilà, on s'énerve, on fait circuler des arguments, on fait circuler des analyses, on fait du débat public, on cherche à faire battre les gens dans les urnes. On ne fait pas du harcèlement psychologique sur les réseaux, c'est important.
Merci, peuple du futur. Honnêtement, je serais surpris que tu sois encore là, hein. Franchement, pour les deux pour les deux, pour les 2 ou 3 masochistes qui sont restés jusqu'au bout malgré les problèmes techniques, mais que vous n'avez pas. Donc vous avez l'écho lointain des problèmes techniques qui vous empêchent juste d'avancer. Donc pour vous, c'est... Après, c'est bien, c'est-à-dire que tout le monde souffre, mais pas de la même manière, quoi. Nous, on a souffert parce que ça bug, ça lag, l'image est floue, les gens ont que le son alors qu'ils sont censés être sur un stream, voilà. Et toi, peuple du futur, pour toi, tout est nickel, mais tu subis quand même, l'écho, la réplique sismique 24 heures plus tard de mes problèmes techniques. Bon, normalement, c'est la dernière fois. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner un peu partout, Peuple du Futur, à venir lâcher un petit abonnement sur Twitch. Voilà. Si tu veux, tu m'as accompagné pendant que je fais mes cartons. Stylé Ferdi, oh là là, incroyable. Des bisous, mon cher Ferdi, bien sûr. Et bien sûr, voilà, Peuple du Futur, si tu veux lâcher un petit abonnement pour, pour me soutenir psychologiquement à travers le temps malgré tout. Et participer à l'existence de cette chaîne, y compris pendant la tournée, n'hésite pas. Fais un tour sur Twitch, lâche un abo. Des bisous YouTube, à bientôt podcast, évidemment.